One eternity later. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Genre. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui mélange Easy Rider et Excalibur. Il s'agit de Knight Riders. Le film raconte l'histoire d'une troupe itinérante qui organise des spectacles inspirés d'un univers médiéval et de la légende arthurienne. Le clou de leur spectacle est une joute où les motos ont remplacé les chevaux. Le chef de cette troupe, Billy, tient à garder un esprit de liberté et refuse toutes les propositions de faire un spectacle qui trahirait ses principes. Cela crée parfois des dissensions au sein de la troupe, notamment avec Morgan. Les ennuis commencent lorsqu'un policier corrompu veut les empêcher de s'installer dans un champ si Billy ne le paie pas, mais ce dernier refuse car ils ont déjà un permis pour pouvoir rester. Le soir même, le policier revient et embarque arbitrairement un des membres de la troupe. Billy se fait emmener avec lui et demande au reste de la troupe de partir sans eux jusqu'à leur prochaine étape. Ce départ du roi met à mal l'esprit de la troupe qui se met en route malgré tout. Au poste de police, le prisonnier se fait passer à tabac par le policier qui veut se faire payer par Billy, mais l'intervention d'un avocat et de Merlin permet de les sortir de prison. La troupe s'installe dans une nouvelle ville. Billy arrive, mais le spectacle est perturbé par des bikers qui arrivent sur la piste. L'un d'eux porte un oiseau noir sur son plastron et défie Billy. Tout le monde essaie de l'empêcher de combattre car il est blessé, mais Merlin lui ayant prédit qu'un oiseau noir causerait sa perte, il décide d'affronter son destin. Il sort vainqueur de son combat, et le chevalier à l'oiseau noir lui prête allégeance. Un promoteur propose à Morgan de faire son spectacle à Las Vegas, et Morgan décide de trahir Billy et de quitter la troupe. Alan, le deuxième chef de la troupe, décide de partir lui aussi pour voir sa famille. Billy se retrouve donc seul et rejeté par presque tous ses amis. Mais Morgan comprend que la vie que lui propose le promoteur n'est pas faite pour lui, et Alan comprend qu'il aime Lynette, la femme de Billy. Ils décident tous les deux de rentrer et de faire un duel pour le trône. À l'issue du duel, Morgan est déclaré vainqueur et couronné. Billy s'exile de la troupe, suivi du chevalier à l'oiseau noir, retourne se venger du policier corrompu, va donner son épée à un enfant qui lui demandait un autographe au début du film, et se laisse mourir au volant de sa moto. Knight Riders est un film qui n'a pas trouvé son public. Trop long, trop lent peut-être, mais surtout c'est un film qui est un peu trop à part dans la filmographie de George Romero. Vous connaissez sans doute Romero pour sa tétralogie des zombies, démarrée avec La Nuit des Morts Vivants. C'est lui qui a inventé le genre du film de zombie moderne, alors forcément un film sur le chevalier à moto, ça va être quoi surprendre. Mais la raison principale de l'échec du film est sans doute son année de sortie. Knight Riders est sorti en 1981, mais il est beaucoup plus marqué par les codes esthétiques du nouvel Hollywood que par ceux du cinéma des années 80. C'est un film qui dresse un constat d'échec de la génération hippie et de la contre-culture des années 60. Le monde n'a pas changé après Woodstock, et les idéaux de cette génération sont morts avec l'élection de Ronald Reagan en 1981 justement. Il y a donc un sentiment désabusé et pessimiste qui traverse Knight Riders, car il fait son bilan un peu trop tard. 1981, c'est aussi le début des blockbusters produits par les grands studios hollywoodiens, comme le premier Indiana Jones par exemple, qui sera suivi par E.T. ou Poltergeist en 1982. Knight Riders est donc un film qui arrive trop tard, ou plutôt qui est coincé entre deux époques, l'une qui vient de mourir et l'autre qui n'est pas encore née. Et pourtant, même si avec le recul on peut comprendre pourquoi il n'a pas marché, eh bien ça reste un très bon film. J'aime particulièrement la vision utopique qui est proposée dans ce film. Les personnages réutilisent un imaginaire médiéval par opposition au monde moderne, au capitalisme et à la société de consommation. Le mythe arthurien est aussi très présent, mais il est réactualisé. On retrouve plusieurs personnages dans Knight Riders qui trouvent leur origine dans la légende arthurienne. Billy fait évidemment référence au roi Arthur, sa femme Lynette et son bras droit Alan renvoient à l'amour de Guenièvre et Lancelot. On retrouve aussi Merlin, mais Romero prend quand même certaines libertés au niveau des personnages. Par exemple, le rôle de Morgan dans le film fait penser à celui de Mordred, le fils illégitime d'Arthur qui finira par tuer ce dernier, mais son nom renvoie à la fée Morgane qui est parfois présentée comme la mère de Mordred. Mais là où Romero s'écarte le plus du mythe arthurien, c'est dans la formation de sa table ronde. Dans la légende médiévale, la table ronde était constituée d'hommes nobles qui représentaient un idéal aristocratique. Dans Knight Riders, cet idéal est démocratisé. On n'y retrouve que des gens du peuple, et surtout des rejetés de la société américaine de l'époque. Pipin est gay et finit avec Punch, Rocky est lesbienne, Merlin est noir, bref, on est très loin de la vision médiévale. Chez Romero, la table ronde est un espace d'acceptation pour tous les outsiders. Mais alors, pourquoi réutiliser cet imaginaire seulement dans les grandes lignes? Aux États-Unis, la légende arthurienne est arrivée par les romans de T.H. White, qui ont été écrits juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui présentaient Arthur comme l'idéal démocratique face à la violence totalitaire. Les romans de T.H. White ont ensuite été utilisés pour écrire la comédie musicale Camelot, que le président John Kennedy adorait.
Quelques jours après l'assassinat du président à Dallas, le magazine Life a publié un entretien entre sa veuve, Jackie Kennedy, et un journaliste qui s'appelle T.H. White, comme le romancier dont je vous parlais juste avant. Et dans cet entretien, Jackie Kennedy cite des vers de l'acte final de Camelot pour résumer la présidence Kennedy. Donc ce n'est pas par hasard que Romero choisit de mettre en scène des éléments de la légende arthurienne. C'est parce qu'il renvoie un idéal progressiste à une période de progrès sociaux qui ont nourri les rêves de la jeunesse des années 60. Cela prend tout son sens dans une communauté libertaire comme celle qui nous est présentée dans Knight Riders. Mais le film est nourri par un autre imaginaire, plus moderne, celui du biker. L'imaginaire du biker a toujours été associé à une certaine forme de marginalité, à une communauté qui cherche à vivre en dehors de la société. On peut aussi associer le biker au cowboy dans un certain rapport à l'errance et à la traversée des États-Unis. Knight Riders s'inspire surtout de Easy Rider, film majeur du nouvel Hollywood qui s'inscrivait dans le mouvement hippie des années 60. On imagine facilement que Knight Riders représente le destin potentiel des deux personnages d'Easy Rider s'ils avaient survécu. Cependant, là où Easy Rider représentait un bond vers une nouvelle époque, Knight Riders fait le chemin inverse. Il cherche à retourner vers un passé fantasmé. Au-delà de toute la recréation d'un univers médiéval, on voit un nouveau rapport à la moto qui est comparé à un cheval, un lien qui avait déjà été fait dans Easy Rider dans la scène du ranch. Knight Riders est donc un film qui s'inspire de ses prédécesseurs dans sa façon de représenter le monde des bikers, mais il a lui-même influencé d'autres œuvres, notamment la fin de Sons of Anarchy. Au-delà de cet héritage culturel, Knight Riders est aussi un film d'une grande tendresse qui nous parle de la difficulté de faire vivre ses rêves. Tout au long du film, on a deux visions qui s'opposent. Celle de Morgan, qui est prêt à trahir ses idéaux pour l'argent et la gloire, et celle de Billy, qui veut rester intègre quitte à perdre la cohésion de son groupe. Au fur et à mesure du film, Billy s'isole de plus en plus, et il finit par perdre ses amis, son trône, sa femme et même la vie. De son côté, Morgan, même s'il est tenté par l'argent, trahit le producteur et finit par revenir auprès de Billy. Le duel pour le trône est d'ailleurs une très belle scène. C'est une sorte de renaissance de l'idéal de Billy qui peut partir en paix car il sait que son héritage est préservé et que ses idées lui survivront. En un sens, ce duel représente le rapport de Knight Riders à la génération hippie. Même si elle n'a pas changé le monde, même si l'élection de Ronald Reagan représente son échec, un film comme Knight Riders est là pour perpétuer son héritage. Mais on peut aussi voir ce film comme une métaphore du statut de Romero en tant que cinéaste. Pendant la majeure partie de sa carrière, il a travaillé loin de Los Angeles et des studios hollywoodiens, car il leur préférait le calme de la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie. Il réalisait des films à petit budget et cumulait lui-même plusieurs rôles sur les tournages. Bref, c'était un réalisateur qui travaillait avec sa communauté, un petit peu comme Billy. Knight Riders n'est pas le film le plus connu de Romero, mais c'est son préféré. Et je pense que c'est parce que c'est un film qui lui ressemble, qui parle de sa façon de travailler. On y retrouve aussi un élément important, qui est commun à presque tous ses films, c'est la critique sociale. C'est une œuvre créée hors du système, parce qu'elle est anti-système. Romero n'a pas seulement posé les bases du film de zombies, il a aussi utilisé le genre pour faire une critique sociale de la société américaine. La Nuit des morts vivants est une charge contre le racisme, Zombie dénonce la société de consommation avec son huis clos dans un supermarché, et la Chronique des morts vivants dénonce la médiatisation à outrance de notre société. On retrouve quelques éléments du film de zombies dans Knight Riders, puisque Romero filme la foule de spectateurs comme il filmerait une horde de zombies. Il se moque dans ce film de l'Américain moyen, incarné par Stephen King, qui va voir le spectacle des chevaliers à moto sans comprendre l'intention qu'il y a derrière. Pour eux, le spectacle prime sur les idées qu'ils portent. Mais surtout, dans Knight Riders, Romero s'attaque à des symboles très importants du système américain, surtout vers la fin du film. Tout d'abord, Billy s'attaque au policier corrompu et violent sous les acclamations de la foule, ce qui laisse imaginer que ce policier était détesté par toute la ville. Puis il décide d'entrer dans une école en interrompant le serment d'allégeance que les élèves prêtent devant le drapeau américain. D'ailleurs, ce drapeau est montré sur un mur décrépit, qui en dit long sur l'opinion de Romero sur les États-Unis. En raison de son caractère subversif, Knight Riders a d'ailleurs été censuré à sa sortie en France. On comprend donc mieux pourquoi le film n'a pas marché. Pourtant, j'espère vous avoir donné envie de le voir, c'est un film injustement méconnu qui méritait qu'on lui rende justice. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.